Bonjour à tous, nous sommes très honorés de recevoir dans le cadre des interviews pour la Nouvelle Afrique le Sénégalais Malik Fall. Bonjour Malik Fall. Bonjour Ousmane, bonjour aux auditeurs de la Nouvelle Afrique, bonjour à tout Merci, le monde. merci beaucoup, bienvenue. Alors Malik Fall, votre nom est éternellement lié à la cybercriminalité, cybersécurité disons, c'est beaucoup C'est plus bien, élevé comme ça. Euh, c'est bien. alors le choix, il s'est fait comment? Question rapide avant de venir un peu, d'en venir à votre parcours. Oui, le choix s'est fait simplement à travers les opportunités que m'offrait mon parcours universitaire. Je suis quelqu'un qui aimait les mathématiques. Je suis arrivé en France pour faire des études de mathématiques à la base. Et Mhm. puis, par réalisme, j'ai bifurqué effectivement sur l'informatique et le master sur lequel je suis allé pour faire ma dernière année d'études. Donc, m'avait permis de réconcilier mon amour des mathématiques et mon réalisme de l'informatique. C'est ça qui m'a amené dans la cybersécurité, un master qui était à 50%, 50-50, donc dans le domaine des mathématiques et de l'autre partie, dans le domaine aussi de l'informatique. Donc, c'est ça qui m'a amené dans ce monde-là. Et ça tombait bien. Je ne savais pas que c'était véritablement une niche quand j'ai fait ce choix-là et ça s'est avéré être un excellent choix. Ah bon, mais pourquoi c'est un excellent choix? Parce que le monde est devenu de plus en plus dangereux sur Internet et que donc ça offre du boulot à quelqu'un comme vous? Oui, absolument. C'est un monde. Bon, quand on se lance dans des études, c'est effectivement, en tout cas pour moi, c'était pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est effectivement de pouvoir trouver des débouchés intéressants qui me permettront donc de ne pas perdre du temps à chercher de midi à 14 heures donc du boulot. Et ce domaine-là est un domaine extrêmement demandé. Donc, trouver du boulot dans ce domaine-là n'est pas compliqué. L'autre aspect aussi, c'est d'être utile, donc de faire quelque chose qui soit utile à la communauté, qui soit utile donc au monde. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, vu la tournure que la cybercriminalité prend, avoir une spécialisation dans la cybersécurité est véritablement intéressant pour soi, pour le monde entier, quoi. En tout cas, vous ne risquez pas de perdre votre emploi, hein, Malik Fall, le Sénégalais Malik Fall, parce qu'il n'y a pas de risque un jour que la cybersécurité ne soit plus d'actualité. Ça, au moins, c'est très clair dès le départ. Oui, bon, ça c'est clair. Bon, aujourd'hui, de toute façon, je ne suis plus salarié, donc je ne Mhm. suis pas virable. Oui, 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 non, je parle même de matière. Quand on est spécialisé dans la cybersécurité, c'est parce que de l'autre côté, il y a des enjeux liés à la cybersécurité qui font que il y a des marchés, je veux dire. Et ces marchés-là, Abs- ils vont toujours exister parce que la cybercriminalité, la cybersécurité, elle va toujours exister. oui, absolument, absolument. C'est effectivement donc ma réflexion que c'est un Mhm, domaine d'avenir, c'est un domaine mhm. qui est porteur et qui offre jusqu'à maintenant donc des opportunités très, très intéressantes parce que l'offre et la demande est extrêmement importante parce qu'on fait face donc à une cybercriminalité de plus en plus croissante et de Oui. plus en plus compliquée à gérer. Et l'offre de qualité n'est pas véritablement à la hauteur donc de cette demande. Mhm. Donc, du coup, effectivement, les opportunités sont toujours là, absolument. Oui, et pour vous trouver une place dans ce monde cybersécuritaire, Malik Fall, vous avez mis en place le cabinet Polaris, hein. On y reviendra dans quelques minutes. Polaris, aujourd'hui, qui vous permet de voyager à travers l'Afrique, hein, des voyages réguliers, notamment au Sénégal, dans d'autres pays africains. On va en reparler avec la nouvelle perspective offerte par l'école de cybersécurité à vocation régionale qui est basée à Dakar, régionale ou sous-régionale. J'aurai l'humilité de vérifier un peu plus tard. On salue le directeur, le commissaire Papa Gueye, au passage, que nous allons recevoir très bientôt dans nos émissions au Sénégal. Pour ce qui est du parcours académique et professionnel, très, très rapidement, on en a parlé, le choix un peu des mathématiques qui font que vous arrivez dans le monde de la cybersécurité. Alors, pourquoi les mathématiques très rapidement? Oui, parce que je pense que c'était des prédispositions que j'avais, Mhm, donc qui me permettraient, qui me permettaient effectivement
d'être un peu plus à l'aise en mathématiques dans les domaines scientifiques que dans les domaines littéraires. Bien que je n'étais pas si mauvais donc, dans les domaines littéraires, j'ai été assez régulièrement donc, premier de ma classe donc, sur ces matières-là. Mais Wow. après, derrière les domaines scientifiques, et pour éviter aussi de te vexer, Oui, oui, Ousmane, oui. qui a un parcours purement littéraire, Très littéraire, oui. offrait plus d'opportunités et plus de possibilités. Donc, le choix est très vite fait, effectivement, de faire un baccalauréat S1 et puis derrière, de poursuivre dans ce domaine-là. En tout cas, moi, personnellement, le choix de la littérature, le choix du journalisme m'a permis de croiser votre beau chemin, Malik Fall, et nous vous remercions Merci beaucoup. pour ça, pour cet échange régulier sur l'actualité en lien avec la cybersécurité dans le monde. Je poursuis un peu avec mon conducteur après la présentation, le parcours académique, le parcours professionnel. C'est important très rapidement, avant que vous ne deveniez indépendant, c'est arrivé à tout le monde. Vous avez d'abord été salarié, j'imagine. Vous avez un parcours normal, hein, comme dirait le président normal, hein, que l'on ne va pas nommer. Alors, le parcours normal, c'est que vous avez été salarié comme nous autres. Parlez-nous un peu de ces débuts. Oui, oui, absolument. Donc, moi, j'ai terminé mes études. J'ai eu un master en cryptologie, sécurité et codage de l'information, donc en 2005, comme je l'ai dit plus haut. Donc, et j'ai fait mon premier poste. Donc, je suis revenu au Barcaï après donc mes études. Mhm. Je suis arrivé donc dans Au un petit Bercail, cabinet c'est au Sénégal. Pour les Sénégal, non-sénégalais, c'est au absolument. Sénégal. Oui. Absolument. Donc, pour un premier poste d'IT manager dans une petite structure qui se voulait être éditeur donc, de solutions de sécurité. Et j'avais une petite équipe avec qui je travaillais pour concevoir des solutions adaptées au marché local, des solutions qui étaient basées donc sur des offres, des produits qui étaient basés sur des solutions open source. Donc, pour permettre de répondre aux besoins donc, des universités locales, je peux en citer donc l'université virtuelle de Dakar que nous avons équipé avec des serveurs qui permettaient donc aux étudiants, au lieu d'avoir chacun donc son laptop, d'avoir donc une station qui permettait donc de se une sorte d'Active Directory, mais tout orienté open source. De nous adresser donc aussi à d'autres clients donc sur des solutions de sécurité, de firewalling, de proxy, etc. Donc, c'était mon premier parcours. L'entreprise s'appelait donc Infotech Afrique. Je suis resté là-bas une petite année. Malheureusement, il y a eu quelques déboires donc, dans cette aventure qui ont fait qu'effectivement, j'ai opté de revenir en France. Et arrivé en France, donc j'ai poursuivi donc dans la même lancée dans un petit cabinet qui est basé donc en Île-de-France, Nimlog, qui faisait à peu près des solutions à peu près semblables, donc spécialisées dans le DTI, l'échange de données techniques entre entreprises et puis spécialisé aussi dans le domaine de la sécurité réseau. Donc, où j'ai été intégré comme ingénieur système et sécurité réseau pendant un certain temps avant que Orange ne vienne me chercher. Donc, comme expert sécurité, j'ai fait le plus grand donc, de mon parcours chez Wow. Orange comme expert sécurité, puis comme RSSI donc, de l'exploitation du réseau mobile, la direction qui s'occupe de l'exploitation du réseau mobile, du RTC et du Wi-Fi entreprise. Et puis, j'ai fait un poste donc, au niveau du groupe comme auditeur interne, ce qui m'a permis de voyager un peu partout et d'auditer une bonne partie des filiales d'Orange, aussi bien en France qu'à l'étranger, et plus particulièrement donc, en Afrique. Et pour terminer chez Orange comme ingénieur, comme consultant principal chez Orange Cyberdéfense. Et j'ai arrêté donc cette activité salariale depuis 2017 pour me recentrer à Polaris. Polaris que j'avais créé donc en parallèle de mes activités salariales en 2010 pour au début, donc pour des compléments de revenus et on arrivera à une présentation peut-être de Polaris. Oui, bien sûr, on va parler de Polaris sans attendre, hein. Malik Fall, est-ce que on peut dire que le Dôme Tivaouane, hein, traduit en français, ça va donner le fils de Tivaouane, une ville très religieuse au Sénégal, avec les Tidjanes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Dôme Tivaouane a réussi? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle la réussite. Mhm. Ce que je sais, c'est qu'il est en train de frayer son petit bonhomme de chemin et espère que cela donc, soit utile pour soi, utile pour sa famille, utile pour les gens qui lui sont chers et les gens qui sont importants donc,
Voilà. Et que ce qu'il a eu à faire, ce qu'il est en train de faire, soit utile pour le monde entier. C'est ça mon ambition, et plus particulièrement donc, pour l'Afrique, parce que nous devons aussi tout à cette chère Afrique qui nous a donné tout donc, au début quand on n'était pas grand-chose. Donc Tout à fait. maintenant, la réussite, je ne sais pas ce que c'est quoi. Je ne saurais pas le définir. Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est... je ne sais pas ce que c'est que la réussite. Ça, tu pourras m'aider donc avec une réflexion philosophique que tu seras beaucoup plus à l'aise que moi donc, pour parler de ça. C'est sûr que le dictionnaire ne va pas nous aider. Effectivement, c'est une définition subjective que chacun d'entre nous donne à la réussite. Dans la réussite, c'est sûrement l'atteinte des objectifs que l'on s'était fixés dès le départ. Après, on va en reparler avec Polaris. Donc, Polaris arrive au monde, vous l'avez dit, Malik Fall, avant même que vous ne soyez indépendant comme nous autres. Vous aviez déjà ce flair entrepreneurial, étant même travaillant même pour quelqu'un d'autre. Alors, Polaris, rapidement, c'est quoi en plus de ce que vous venez de nous dire à ce sujet? Oui, Polaris, en fait, c'est un petit cabinet d'audit et de conseil, donc spécialisé dans le domaine de la cybersécurité. Je l'ai créé donc en 2010. À la base, c'était effectivement pour... Un j'ai un petit... complément de revenu, hein, c'est ça. Je vous aide un Oui, peu. un complément de revenu. Et aussi, il y avait une autre raison. L'autre Oui. raison, c'était que moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Donc, Mhm. quand je fais le tour donc, d'une question dans un périmètre, j'ai besoin de découvrir autre chose, j'ai besoin de m'épanouir, de m'éclater techniquement, Tout de à fait. m'éclater donc professionnellement. Mhm. Et malheureusement, c'est un avantage et un inconvénient aussi. Les grandes structures, les grandes sociétés ont la manie donc, de cloisonner les métiers. Mhm. Donc, on vous le met sur un tout petit périmètre en vous disant que c'est ça votre responsabilité, tu n'as pas le droit d'aller à gauche ni à droite. Mhm. Et ça, moi, c'est pas du tout, ça ne colle pas avec ma nature. Donc, On est pareil de ce point de vue. voilà, donc Polaris m'a permis de m'éclater. C'est-à-dire que de me donner ce que la structure dans laquelle j'évoluais ne me permettait pas de faire, c'est de pouvoir faire plein de choses en même temps. Donc, et de m'essayer aussi, de me tester, de savoir, de tester mes compétences, mes possibilités. Voilà. Donc, c'était ces objectifs-là qui m'ont poussé à créer Polaris à la base. Donc, et j'avais 3 leviers et jusqu'à maintenant, je continue aussi dans ce sens-là. Donc, c'est un cabinet de conseil donc, qui fait du conseil technologique et du conseil dans la gestion et management de risques. Donc, je balaye assez large donc, sur ce périmètre-là. Ça fait de l'audit, des audits techniques, pentesting, jusqu'aux audits de conformité réglementaire ISO, ETSI et autres. Ça fait aussi de la formation. Aujourd'hui, c'est reconnu comme un organisme de formation qui forme aussi bien sur la partie technique que sur la partie gestion et management des risques jusqu'aux certifications de façon globale, ISO, CISSP, Ethical Hacking, etc. Et nous sommes Oui. partenaires avec 2 organismes certificateurs très connus donc, dans le monde entier, donc Mhm. PSB récemment et historiquement avec LSCI, donc, qui est basé en France. Oui, et Polaris a été accueilli comment? Vous voulez très, très humble, on comprend, vous parlez de petits cabinets, vous parlez de petits bonhommes de chemin, mais aujourd'hui, Polaris doit avoir grandi un peu. Vous êtes accueilli comment dans l'univers, dans les milieux de la cybersécurité? Oui, bon, Polaris se fait son nom de plus en plus, hein, parce que ça fait quand même 10 ans que nous œuvrons donc avec cette structure. Et nous avons eu à former énormément de personnes. Chaque année, on forme à peu près plus de 200 personnes dans le domaine de la cybersécurité, aussi bien dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les centres de formation ou directement avec Polaris, ces formations qu'ils dispensent. Et dont certaines personnes parmi ces personnes-là sont aujourd'hui des responsables dans des très grandes structures, quoi, ou des consultants chevronnés Mhm. avec qui on se frotte assez régulièrement aussi dans le marché de la cybersécurité. Polaris, effectivement, se fait son nom de plus en plus dans ce domaine. Mhm. Oui, en tout cas, pour Polaris qui fait son petit bonhomme de chemin, quelle est la situation actuellement pour vous challenger un peu maintenant que vous êtes carrément à l'intérieur avec 10 ans d'expérience comme patron de Polaris? Comment le monde se porte aujourd'hui, la face du monde, disons, impactée par la cybercriminalité?
Bon, on est dans un monde sur ce domaine-là, le domaine de la cybersécurité, de la cybercriminalité de façon globale plutôt. Donc, on est dans un monde de moins en moins sûr sur ce plan-là. Parce que tout simplement, la cybercriminalité s'organise, les cybercriminels s'organisent et ont des moyens de plus en plus grandissants. Et Mais pour taquiner un peu, c'est ce monde pas sûr, dangereux qui justifie un peu votre activité, non? bien sûr, absolument, s'il n'y avait pas de cybercriminalité, peut-être qu'il n'y aurait pas de cybersécurité. Mais Oui, bon, oui, oui. ça c'est le monde des bisounours, quoi. Donc, on est Mhm, dans un monde où, effectivement, il y a ce volet-là qui est extrêmement présent mhm. dans la vie donc, des gens et parfois, on ne peut même pas soupçonner donc l'ampleur que la cybercriminalité peut avoir dans la vie des gens. Je donne juste un exemple qui parlera à beaucoup de gens. Lors des dernières Mhm, élections américaines, mhm. l'arrivée aujourd'hui de Trump qui Qui était inattendu, disons, arrivé inattendu, disons, je on est ne vais pas d'accord. l'insulter, mais qui est un véritable cancer pour le monde aujourd'hui, il faut le dire. Il faut appeler un chat par le chat. Donc, son arrivée donc, au pouvoir, c'est lié à des manipulations cybercriminelles assez importantes, quoi, pour la plupart aujourd'hui. Donc, on a entendu parler donc, de l'implication des Russes donc, pour manipuler l'orientation donc, des votes et manipuler donc, le secret des votes pour arriver donc à élire Trump. On a parlé donc d'un cabinet, un cabinet donc britannique qui a travaillé avec Facebook, manipulé donc des données et pouvoir orienter, influencer donc des personnes qui sont présentes donc sur Facebook pour les pousser à avoir des opinions et à avoir un vote. Oui, Ousmane. Oui, il y a eu également, on peut l'ajouter, je pense, à votre liste, les révélations de Wikileaks, dont on disait que c'était Exactement. pour affaiblir Hillary Clinton. Oui, absolument, absolument. Ces mails qu'il échangeait sur Oui, Yahoo, tout cela. oui. Donc, tous ces aspects-là, pour dire tout simplement que le monde, pendant 4 ans, a été tenu donc en tenaille, l'orientation du monde a été décidée à travers des attaques quasiment, donc à travers des attaques cybercriminelles, quoi. Donc, tout cela combiné ont fait que, effectivement, la candidate qui était naturellement la vainqueur attendue n'est pas passée, tout simplement. Et on est arrivé avec quelqu'un qui a chamboulé complètement l'orientation du monde, avec tous les équilibres qui ont été chamboulés, quoi. Donc, pour dire que la cybercriminalité, c'est pas quelque chose d'anodine, c'est important, il faudra prendre aussi au sérieux. Oui, et De ce présent. quelle stratégie maintenant que vous nous avez fait le diagnostic, un monde dangereux par endroits, dominé par les cybercriminels, des politiques appelés à se mettre à la page, hein, vous venez de nous donner l'exemple américain. Alors, quelle stratégie aujourd'hui face à cette situation? Oui, bon, la stratégie, elle n'est pas simple. Mais moi, habituellement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on ait deux leviers, deux grands leviers qui peuvent nous aider effectivement dans la gestion de notre cybersécurité. Deux grands leviers. Ces grands Oui. leviers-là, c'est pour les entreprises, c'est pour les États, c'est pour les continents qui s'organisent sous forme donc d'union, etc. Donc, les deux grands leviers, c'est l'anticipation, donc la prévention, faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? Donc, c'est quand on définit notre sécurité, quand on déploie des infrastructures, qu'on réfléchisse de façon à, à embarquer la composante sécurité d'emblée. Donc, Mhm, on va faire ce qu'on appelle la sécurité by design. Les mhm, architectures, on va les déployer de façon sécure. On n'attend pas de déployer nos architectures avant de commencer à réfléchir comment on insère la sécurité dedans. Quand mhm. on développe une application, on fait de même. Donc, il faut que les besoins de sécurité soient embarqués en amont. On n'attend pas donc, de terminer donc, notre code, de terminer l'implémentation de notre application pour dire comment on va le sécuriser. Dans l'anticipation aussi, il va falloir qu'on parle aussi donc, des humains. Donc, il faut les sensibiliser pour ceux qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas la main sur le système d'information qui nous concerne. Il faut les sensibiliser pour qu'ils sachent que l'utilisation qu'ils font donc, du système d'information contribue aussi à la sécurité de ce système d'information-là. Mais il faut former aussi les acteurs qui ont la main sur le système d'information, les ingénieurs système, les ingénieurs réseau, les experts sécurité, les managers, toutes ces personnes-là, il faudrait qu'ils soient formés
pour pouvoir gérer correctement donc, la sécurité du système d'information. Donc, et ainsi de suite. Donc, la partie prévention est très, très large. Donc, il y a le volet technique, il y a le volet sensibilisation, il y a le volet organisationnel, le volet management. Donc, et la cohérence de tout cela, il faudrait avoir tout. Mais comme on dit habituellement, le risque zéro n'existe pas. Donc, malgré les efforts qu'on peut faire dans la partie anticipation, dans la partie prévention, on peut toujours avoir des risques qui surviennent parce qu'on n'a pas pu les anticiper dans notre analyse de risque, ou bien on les a anticipés, mais on n'a pas pu couvrir correctement donc, ces risques-là. Donc, ce qu'il faudrait faire pour pouvoir gérer cela, c'est la partie détection. D'accord? Donc, on a beau faire de l'anticipation, on peut avoir des risques, mais il faudrait qu'on s'arme faire de sorte que quand il y a un problème qu'on n'avait pas anticipé qui arrive sur notre système d'information, qu'on puisse le détecter et le traiter en temps et en heure pour éviter donc la propagation de ce risque-là. Oui, d'ailleurs, Malick Fall, la protection de ce qu'on appelle les infrastructures critiques, c'est tous ces grands acteurs qui concentrent quasiment toute l'importance vitale d'un pays. Naturellement, ces infrastructures-là, elles sont à mettre en priorité quand on parle de cybersécurité. Oui, absolument. Donc, il y a la partie qui concerne directement, effectivement, ceux qui mettent à disposition donc, ces infrastructures-là. On pense à Amazon, on passe à Google, on passe à Microsoft, effectivement. Ils doivent faire le nécessaire pour protéger leurs infrastructures. Mais ce n'est pas que eux qui sont les acteurs donc, de ces infra. Parce que eux, ils portent une infra, mais les données qui sont sur l'infra nous appartiennent. Nous, en tant qu'entreprise, nous, en tant que personne, nous, en tant que État, nous, en tant que continent, etc., etc. C'est à nous aussi de réfléchir, de mener la réflexion nécessaire pour savoir utiliser intelligemment donc, ces infrastructures-là, de sorte que nos données qu'on confie à ces géants-là, non seulement que ces géants ne puissent pas les utiliser comme bon leur semble, parce que ça peut arriver, effectivement, mais par ailleurs aussi qu'une tierce personne, qu'un hacker ne puisse pas non plus accéder donc à ces données-là de façon illégitime. Donc, il y a une partie qui est de la responsabilité de l'hébergeur, de ce géant-là qui met en place effectivement ces infrastructures, et il y a une partie qui est de la responsabilité aussi de ceux qui ont la propriété donc de ces données. J'ai rappelé tout à l'heure, Malick Fall, que vous intervenez régulièrement en Afrique. Hein. Vous êtes parti du Sénégal au sens large, mais même au sens, disons, très récent, hein, parce que vous venez de quitter Dakar, le Sénégal, où vous étiez en vacances, on va l'appeler comme ça. Alors, la cybersécurité en Afrique, on en est où aujourd'hui? Une grande question, effectivement. Donc, difficile aussi de trancher, de dire de façon absolue qu'on en est là, parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Mais il y a énormément de choses qui sont à faire. Déjà, il faudrait que les entreprises, les États prennent en charge l'ampleur donc, et les impacts qui peuvent avoir donc, effectivement la cybercriminalité pour pouvoir le prendre sérieusement en main, quoi, donc cet aspect-là. Donc, la question de la formation, la question de la sensibilisation des dirigeants, des acteurs clés donc, dans ce domaine-là, on y revient encore, est essentiel. Donc, effectivement, je pense qu'on a plusieurs enjeux aujourd'hui que l'Afrique a donc, dans le domaine de la cybersécurité. C'est le défi de relever le défi des compétences et de la formation. Donc, que les acteurs, les décideurs, ceux qui doivent avoir des compétences pour pouvoir manœuvrer, builder, mettre en œuvre et suivre donc la sécurité du système d'information soient suffisamment formés. Ceux qui doivent prendre les décisions sans pour autant avoir les mains dans les manettes, donc qu'ils soient sensibilisés pour qu'ils sachent que la composante de sécurité est essentielle et vitale pour nos infrastructures, pour nos applications, pour nos pays, etc. Donc, la compétence, la formation, la sensibilisation, ça, c'est un levier qui est essentiel que l'Afrique doit aujourd'hui relever, ce défi-là doit relever. Un autre défi que l'Afrique doit relever donc, en matière de cybersécurité, c'est le défi de l'indépendance technologique. Ça c'est mon cheval de guerre. On me dit que c'est un combat déjà perdu d'avance, mais il faudrait qu'au moins qu'on l'entende.
on ne peut pas faire de la sécurité en étant complètement dépendant De donc l'extérieur. de l'extérieur de façon absolue et voilà, de façon totale, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on ait un maillon de la chaîne que nous-mêmes nous maîtrisons parce que nous avons la technologie chez nous. Et cette technologie-là, c'est pas impossible, hein. Je vous ai dit que moi, j'ai commencé à travailler dans les solutions open source. C'était de petites structures qui travaillaient dans cela et qui mettaient en place des solutions de firewalling, des solutions de proxy, etc. Toutes les grandes marques que vous voyez aujourd'hui quasiment s'appuient sur ces produits-là avec une couche, tout simplement qu'ils ont mis pour pouvoir donner un label et puis derrière autre. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui, dans nos pays, des structures ne se mettraient pas en place pour développer fortement donc cette affaire, ou alors que des États se mettent ensemble pour pouvoir développer des solutions purement africaines pour pouvoir contribuer donc à l'autonomisation et à l'indépendance technologique. Le troisième axe, le troisième défi que je pense qui est important à relever aussi par l'Afrique en matière de cybersécurité, c'est le défi donc de la coopération et le défi juridique et de la coopération. Je vais mettre les deux ensemble. Oui. Parce que généralement, ce qu'on a habituellement, donc une attaque quand elle a lieu, souvent l'attaque, le hacker est dans un pays. Voilà, pour ne pas stigmatiser personne, l'attaquant donc est au Sénégal par exemple, qui attaque une personne qui est au Nigeria. Souvent c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et l'infrastructure qui est utilisée pour faire l'attaque et en France et aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Donc, s'il n'y a pas donc effectivement une coopération entre ces différents États qui sont impliqués, ces trois États qui sont impliqués pour pouvoir tracer correctement, remonter ce qui va bien pour pouvoir faire face donc à ce type d'attaque, rien ne fonctionne. Le Sénégal seul ne pourra pas faire, le Nigeria seul ne pourra pas faire, sauf s'il y a une coordination entre les deux. Celui qui subit peut identifier donc les victimes. Celui qui celui qui a l'infrastructure peut identifier la source de l'attaque et celui qui a donc le hacker peut investiguer pour pouvoir traiter le problème. Oui, Ousmane. Oui, d'ailleurs, Malik, je vous parlais tout à l'heure du commissaire Papa Gueye qui dirige actuellement l'école de cybersécurité à vocation régionale de Dakar. Effectivement, il y a quelque temps, il nous disait même dans une émission au Sénégal qu'il arrive régulièrement que la police veuille mettre la main sur des preuves, mais que ces preuves soient hébergées ailleurs. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement une coopération dans la mesure où il n'y a pas souvent, disons, on n'a pas les mêmes lois souvent dans les pays, ce qui nous amène à la formation. On a parlé de l'école de cybersécurité de Dakar. Est-ce qu'il y a déjà des contacts avec l'établissement en question? À titre personnel, non. J'aimerais bien, effectivement, que le peu d'expérience que j'ai en matière de formation, en matière d'expertise technique que j'ai aussi, que je l'apporte effectivement à cette école. Oui. Jusqu'à maintenant, je continue à travailler donc en parallèle. J'organise régulièrement des séminaires, des formations donc au Sénégal, dans les pays donc de la sous-région, en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc. Donc, je continue à travailler. Et je ne désespère pas qu'un jour qu'on puisse être en contact et pouvoir travailler ensemble donc dans ce sens-là. En tout cas, ce serait un honneur pour moi de pouvoir contribuer à la formation de nos élites. Je le fais déjà en France dans beaucoup de grandes structures et d'écoles d'ingénieurs, de Télécom Paris, DEC, INSA Lyon, etc. Bon, ça, c'est la partie purement universitaire et école d'ingénieurs, mais je le fais aussi dans des organismes de formation ou à titre personnel où je suis amené régulièrement à former des personnes qui me viennent des grandes structures de la France, du CAC 40 de façon générale. Donc, ne pas faire bénéficier donc cette expérience-là et cette expertise-là à mon pays d'origine, ça, ce serait, ouais, voilà. En tout cas, ce serait un honneur pour moi de pouvoir le faire. Nous ferons, c'est promis, nous ferons la mise en relation avec le commissaire Papa Gueye, que nous allons d'ailleurs recevoir très bientôt dans un panel au Sénégal, issu de la série de panels que nous avons lancé il y a aujourd'hui plus de 3 mois et que nous avons appelé les après-midi de la tech. Nous allons le recevoir et sûrement vous aussi, Malik Fall. Ce sera un plaisir
Peut-être un dernier mot aujourd'hui. On a parlé un peu de l'apport de Polaris par rapport à cette formation des élites, la formation tout court en France. En Afrique aujourd'hui, si vous devez vous poser un peu comme vous vous posez dans ce jardin, et merci pour la beauté des images, vous allez vous dire quoi? Qu'est-ce qui vous reste comme défi aujourd'hui? Vraiment, en Ouais, quelques secondes, comme l'interview est arrivée à sa fin. mais tout est défi. J'ai Mhm. donné tout à l'heure donc les trois leviers. Et sur ces trois leviers-là, effectivement, aujourd'hui, je serais heureux de pouvoir participer donc à relever ces défis-là donc pour nos différents pays. Ça, c'est donc. Deuxièmement aussi, c'est que Polaris est dans une phase aujourd'hui de croissance. Nous sommes dans une optique aujourd'hui d'une ouverture et d'élargissement donc de la structure Mhm. aujourd'hui de prendre des sujets un peu plus longs dans le temps, donc sur place, avec des consultants que l'on va Mhm. former et insérer donc sur place, qui vont prendre en main donc les dossiers sur place. Et nous resterons toujours là pour pouvoir les coacher, les accompagner, les former. Et quand il y aura des questions, des problématiques assez importantes et lourdes, nous serons là pour intervenir. Donc Mhm. ça, c'est notre ambition dans un court terme. Et cette même stratégie, on la développe pour l'Afrique avec Polaris Sénégal, Polaris Afrique qui est basée donc au Sénégal. Cette même stratégie aussi, on est en train de la développer aussi en France pour ouvrir et développer un peu plus donc Polaris et travailler avec beaucoup plus de monde. Dernière question, question surprise, Malik Fall, sénégalais, parti de Tivaouane, dans la ville de Thiès, aujourd'hui basé en France. Vous revenez régulièrement en Afrique. En décembre dernier, décembre 2019, j'ai retrouvé Elisabeth Moreno que j'ai reçue par deux fois dans mes émissions au Sénégal. J'ai retrouvé Elisabeth Moreno en même temps que vous, aux côtés de Mohamedou Diallo à la Maison de la Radio à Paris. Elisabeth Moreno, ministre aujourd'hui en charge de l'égalité femmes-hommes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous voyez venir ma question. Malik Fall, et là je taquine vraiment, Malik Fall, ministre dans un gouvernement de Marine Le Pen aussi en France. Marine Le Ça peut Pen, oui, arriver? oui, c'est ça. Avec Marine Le Pen, ça risque d'arriver, ça c'est clair. Non, plus sérieusement, on ne peut pas être Mmh, partout en même mmh, temps. Donc, il y en a qui ont ce talent. mmh, C'est le cas de Moreno, effectivement, une dame que j'ai découverte il mmh, y a quelques années, donc mmh, à l'espace Diapo, mmh, qui est formidable et qui a beaucoup de talent. Moi, je suis un passionné de politique. mmh, Beaucoup de gens ne le savent pas. mmh. Je suis l'actualité politique très fortement et Ah, souvent j'ai un jugement mmh, qui est assez pertinent donc en matière de politique. Mais je ne mmh, pense pas que ce soit dans mes rêves mmh, aujourd'hui de devenir ministre un jour mmh. ou de me lancer véritablement dans le domaine politique. Chacun son terrain. Oui, Je vais essayer donc de développer donc ce terrain-là qui est extrêmement vaste mmh. et Et qui qui ne il y manque a pas de énormément. défis. Et qui ne manque pas de défis Exactement. d'ailleurs. Exactement. Donc maintenant, à travers des passerelles peuvent exister. Oui. Donc à travers la cybersécurité, effectivement, on peut arriver donc à intervenir d'une façon ou d'une autre en tant que conseiller, en tant que ministre de machin, etc. Mais toujours, moi, je veux ce qui m'importe et ce qui est important pour moi, ce qui est mon défi aujourd'hui, c'est la sécurité et point d'autre, rien d'autre. C'est, Maintenant, c'est- si la sécurité oui. m'amène à travailler dans un gouvernement, sûrement pas avec Marine Le Pen, ni avec peut-être les décideurs actuels, mais peut-être au Sénégal ou ailleurs, je ne sais pas, pourquoi pas, mais c'est cela toujours dans ce domaine. Merci, merci beaucoup à Malik Fall. Les journalistes ont ce don d'avoir des archives. J'ai ressorti l'autre jour l'archive d'Elisabeth Moreno où elle me jurait que elle ne serait jamais dans un gouvernement, ni ailleurs, ni au Cap-Vert, son pays d'origine. Donc, je C'est ne pourquoi j'ai été Malik prudent. J'ai Fall. été très prudent. Donc, je ne dirai rien, Malik Fall. Je garde précieusement cette belle vidéo que nous avons faite avec toi. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans le cadre de notre collaboration avec, bien sûr, la Nouvelle Afrique. Nous remercions Ruby Casby de l'autre côté, qui est d'ailleurs plus près de vous que de moi, puisqu'il est actuellement en France. Ruby Casby, avec qui nous décryptons des questions essentielles et vitales concernant l'Afrique. Ça a fait un énorme plaisir et merci infiniment à vous, Malik Fall, pour cet échange régulier, je l'ai dit en début d'interview, cet échange régulier avec vous sur les problématiques qui touchent l'Afrique. Vous êtes dans un si loin, si proche.
si loin de l'Afrique, à plus de 3000 kilomètres du Sénégal, mais si près finalement parce que vous revenez régulièrement en Afrique, parce que bien sûr, tout ce que vous faites regarde l'Afrique au quotidien. Merci infiniment. Et puis, rendez-vous, on va se dire à très bientôt dans la série de panels, n'est-ce pas? D'accord. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Ce fut un plaisir et à très bientôt. Merci À beaucoup. très Merci à tout le bientôt. monde. À Merci très beaucoup. Au bientôt. revoir. Merci, Malik Fall. Merci. Au revoir. Au revoir.